Morelauto.fr, véhicule neuf ou d'occasion. Morelauto.fr, le choix des marques et des services présente. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Bonsoir à tous au cœur de la mêlée, l'émission rugby de Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby. Au sommaire ce soir, toutes les dernières infos de la Coupe du Monde. C'est le journal de la Coupe du Monde dans un instant avec Lucien Gasparac. On reviendra également sur les enjeux sportifs de ce dernier week-end de la première phase, la phase de poule. Eric Bonneval, notre consultant Sud Radio, sera avec nous justement pour décrypter tous ces enjeux, dont ceux de la France bien évidemment. Et puis on parlera de l'Italie. Mirko Bergamasco sera notre invité vers 20h30, on jouera également, puis on ira également du côté de l'Italie, de Rome, pour savoir comment cet événement, ce dernier match entre la France et l'Italie sera vécu de l'autre côté des Alpes. Voilà, des cadeaux dans le Qui je suis, le jeu que vous attendez, qu'on ne présente plus d'ailleurs. Voilà, c'est ça, la Coupe du Monde sur Sud Radio. Et on est prêt. Merci d'être avec nous au cœur de la mêlée. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Bonsoir à tous, 0826 300 300, c'est le numéro de Sud Radio si vous voulez bien sûr interagir avec nous, avec Eric Bonneval, avec Lucien Gasparac que je salue. Bonsoir messieurs. Voilà les réseaux sociaux, le hashtag Sud Radio Rugby, la chaîne Twitch et puis tous les réseaux, les messages. Vous êtes les bienvenus sur les différents supports. Le numéro bien sûr Aude est avec vous au 0826 comme je le disais 300 300. Mais on va commencer tout de suite avec Lucien, avec les dernières infos du jour de la Coupe du Monde. Les fromages Matoc, l'affineur des Pyrénées au cœur de la mêlée, présente Sud Radio, le journal de la Coupe du Monde. Salut Lucien. Bonsoir, ravi de vous retrouver. Ouais, même si le match des Bleus approche, c'est toujours Antoine Dupont qui est au centre de l'attention. Oui, avec une nouvelle concernant le cas Antoine Dupont. Le chirurgien qui l'a opéré a déclaré qu'il donnerait son feu vert le lundi 9 octobre. Donc c'est à cette date qu'on saura si Antoine Dupont peut continuer la Coupe du Monde et s'il est bien remis de sa fracture zygomatique. Voilà, en plus d'Antoine Dupont, il y a aussi un autre blessé qui pose question dans le camp tricolore. Oui, Julien Marchand, le talonneur des Bleus blessé lors du match d'ouverture contre les All Blacks le 8 septembre. On espérait son retour contre l'Italie, mais visiblement ce sera trop juste. Il est toujours amoindri, il a été ménagé encore hier à l'entraînement. Il est donc forfait officiellement pour le match de l'Italie. Et on écoute Bruno Boussagol qui a expliqué son processus de reprise. Il a de la difficulté à enchaîner les tâches, c'est-à-dire que la première étape s'est passée normalement et la deuxième étape sur l'enchaînement, on a senti qu'il y avait une perte en qualité et pour nous c'était prendre un risque de forcer l'entraînement et de l'amener sur cette semaine-là et à préparer le match. La semaine prochaine, on va être dans la même démarche, c'est-à-dire qu'on va le ramener progressivement pour pouvoir passer ce palier. S'il passe ce palier, on pourra imaginer qu'il sera compétitif pour le match suivant. S'il ne passe pas ce palier, on va être obligé de toujours avancer prudemment et ça peut durer même encore 15 jours. On verra ça bien sûr. France-Italie, c'est donc vendredi, on est à J-3, mais J-2, il y aura un autre match dans la poule des Bleus ce jeudi. Oui, jeudi, Nouvelle-Zélande, Uruguay, les Néo-Zélandais qui font tourner. Ils ont gardé seulement que 6 titulaires après ce match contre l'I, mais bon, visiblement, ils devraient s'imposer assez facilement face à des Uruguayens qui arrivent en fin de compétition. Ouais, elle est belle quand même, la compo des Néo-Zélandais. On en reparlera avec Eric Bonneval tout à l'heure. Les deux matchs, celui des Néo-Zélandais et celui des Bleus, se joueront à l'OL Stadium, au Parc OL, jeudi soir et vendredi soir. Et puis il y a aussi les nouvelles qui sont tristes pendant cette Coupe du Monde, et notamment une qui nous arrive du camp des Fidjiens. Oui, c'est une nouvelle qui a bouleversé le monde du rugby, puisqu'on a appris que Joshua Tuisova avait perdu son fils de 7 ans. Il a appris la nouvelle quelques heures avant le match de dimanche contre la Géorgie. Il a quand même continué à jouer, et il a tenu à continuer la Coupe du Monde malgré les obsèques mardi prochain. C'est une nouvelle qui a pas manqué d'étonner. Maintenant, on ne connaît pas vraiment le contexte familial de Joshua Tuisova, on n'en sait pas plus, mais en tout cas il continue bien la Coupe du Monde malgré cette nouvelle, et tout le monde du rugby pense à lui. Ouais, son fils qui visiblement était victime d'une grave maladie et du coup qui a succombé à cette maladie. Il a été informé avant le match par son papa Joshua Tuisova. Effectivement, c'est une information poignante. Merci Lucien, on va développer tout ça dans un instant avec Eric Bonneval et vous, les auditeurs Sud Radio, au 0826 300 300. Avec Matoc, l'affineur des Pyrénées. Plaque et tout pour goûter nos fromages. Morelauto.fr, véhicule neuf ou d'occasion. Morelauto.fr, le choix des marques et des services présente
Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Avec vous les auditeurs Sud Radio 0826 300 300. Je vous rappelle qu'on jouera en fin d'émission pour un ballon Gilbert et Sud Radio. Ce sera vers 20h50 le Qui je suis. Avec nous Eric Bonneval. Comment ça va Eric et comment se vit cette dernière semaine de phase de poule de la Coupe du Monde? En pleine forme, François. Tout va très bien. Bon, on va quand même rappeler aucune blessure. Tout va bien. Aucune blessure, et ça c'est important quand même. Voilà, que le physique, normalement, on a fait une préparation à Sud Radio. Normalement, là, tu devrais arriver à fond là sur les 3 dernières semaines. Hein. C'est prévu. Le préparateur physique a pensé à tout. Les dernières infos, on va commencer par la France, bien sûr. Juste quand même un petit point pour qu'on ait les idées très claires avant ce France-Italie de vendredi. La France sera qualifiée, Lucien. Si elle gagne, mais pas que. Ou si elle fait match nul. Voilà. Donc, ou si elle gagne, ou si elle perd sans le bonus, mais en gros si elle fait 2 points, un double bonus. Bon, pas de souci pour toi. Elle a aujourd'hui 13 points, la France. Ses 2 poursuivants, la Nouvelle-Zélande et l'Italie, ont 10 points. Eric, déjà 1 sur ce point-là. Tu penses qu'il y aura pas de souci pour les Français vendredi? Ça serait une cata s'il y avait des soucis. Je peux pas imaginer. Je pense qu'ils sont prêts, qu'ils vont être de mieux en mieux, et on peut pas, si on a envie d'être champion du monde, si on pense à ça, si on rêve de ça, on peut pas avoir peur de l'Italie. On doit les respecter, on va les jouer sérieusement, comme si on jouait un 8e de finale, mais je peux pas imaginer voir la France même faire match nul. Voilà, même s'il y a eu 2 semaines de coupure quand même, 2 semaines de coupure, c'est pas rien. Alors, je sais pas, qu'est-ce qui vaut mieux? 2 semaines de coupure ou avoir pris 90 points et s'être fait marcher dessus par les Blacks? Choisissez votre camp. Moi, je prends les 2 semaines de coupure. Hein. Ouais. Non, mais on sait aussi que quand on reprend comme ça, parfois il peut y avoir des petites, des petits problèmes de rythme entre guillemets. Des réajustements. Bon, après, les mecs là, ça fait quand même 3 semaines qu'ils sont ensemble. Enfin, 3 semaines de compétition. Ouais. Ça fait 2 mois qu'ils s'entraînent ensemble tous les jours. Oui, ça durera le premier quart d'heure. J'espère que le premier quart d'heure, le temps d'ajuster. Alors, je pense pas qu'on ait des Italiens aussi faibles que le match précédent, ça c'est sûr. Mais à nous aussi de les rendre, de les affaiblir et de faire en sorte de se faciliter la chose. Petite question quand même sur les infos que donnait Lucien dans le journal, notamment celle concernant Julien Marchand, qui visiblement a l'air un peu court. Ça c'est quand même une mauvaise nouvelle, parce qu'on aurait aimé qu'il reprenne un match avant le quart de finale qui s'annonce quand même monstrueux si c'est l'Afrique du Sud. C'est quand même une petite tuile entre guillemets. Ouais, complètement. C'est d'abord une tuile pour lui, parce que je pense qu'il doit bouillir, qu'il doit. Il a souvent pas eu de chance sur les finales, sur les moments importants. Il s'est blessé aussi au début en équipe de France. C'est vrai qu'il a pas eu de chance, Julien. Il est un peu chat noir, sur le coup. Et c'est vrai que dans la perspective d'un quart de finale contre l'Afrique du Sud, ce style de joueur me paraît être aussi indispensable que peuvent être Antoine Dupont ou d'autres joueurs, quoi. Et Eric, est-ce que tu enverrais l'équipe type face à l'Italie, ou dans la perspective de ce quart de finale face à l'Afrique du Sud, tu laisserais quelques joueurs plus au frais, peut-être remplaçants pour jouer juste 20 minutes? Mais non, justement, 15 jours de repos, là il faut mettre l'équipe type. Enfin, pour moi, il faut mettre l'équipe qu'on pense la meilleure et celle qui sera capable, à part Toto Dupont, qui est un stand-by, mais qui sera capable de jouer le quart de finale, au moins une mi-temps. Enfin, l'idéal, c'est ça, c'est faire 50-60 minutes, plier le match, et après on fait tourner. Toto Dupont, tu as prononcé le nom, Antoine, comme tout le monde l'appelle désormais. Antoine. Qu'est-ce que tu penses de l'info là du 9 octobre, le professeur Lowers qui va donner son aval. On va dire ça suit son cours. Normal. Ouais, normal. Ouais, moi je trouve rien de surprenant. Il y en a qui ont rêvé de le voir jouer contre l'Italie. Je vois pas l'intérêt. Après c'est lui qui prendra la décision avec le chirurgien. Hein. Le chirurgien lui donnera les billes, il lui dira voilà. Enfin, à mon avis, ça s'est fait un peu comme ça pour Jelonche. Hein. C'est voilà, tu en es là, c'est solide à tant de pourcents, tu risques tant, tu risques ça. Mais après la décision, à part s'il y avait un veto
parce que ce serait dangereux pour sa santé qui joue, mais c'est lui qui va décider avec le staff. Oui, bien évidemment. Et on suivra ça avec intérêt, comme on le suit depuis le début, depuis cette blessure face à la Namibie. Il y a aussi un autre cas qui est intéressant dans la future composition d'équipe française. C'est notamment le cas Jelon. Jelon versus Kroos. Ouais. C'est un peu ce que le jeu des chasubles à l'entraînement a donné. Toi, tu le comprends comment on essaye de tester la fiabilité de Jelon pour lui donner du temps de jeu Ouais. Deux analyses. Ça peut être ça. C'est-à-dire lui donner encore plus de temps de jeu parce qu'il en a besoin, parce qu'il part de très loin, il n'est pas encore revenu à son niveau d'avant la blessure. Donc, il n'y a qu'en jouant qu'on le retrouvera. On préserve un peu Kroos. On peut aussi imaginer que contre les Sudaf, on va vouloir muscler aussi la troisième ligne, l'alourdir. Mais ça sera difficile quand même de se passer ou d'envisager de se passer d'un sécateur comme est Kroos, quoi. C'est celui qui fait tomber immédiatement l'adversaire. On va dire, le premier plaqueur. Il passe peut-être un test pour savoir s'il peut être sur le banc face au Sudaf, Jelon, en gros. Exactement, ouais, oui. Et puis je pense que c'est dans la suite de sa réathlétisation, entre guillemets, d'enchaîner des matchs de haut niveau. Le deuxième était un peu mieux. On espère tous que le troisième sera encore mieux pour justement, effectivement, puis qu'il puisse répondre présent sur le banc. Et amener surtout quand il va rentrer. Si on se réfère au classement mondial, c'est la meilleure équipe que va affronter Anthony Jelonge depuis son retour de blessure, puisque pour l'instant il n'a que affronté l'Uruguay ou la Namibie, et donc là il passe encore un stade avec cette équipe. Il monte en gamme, voilà. Est-ce que l'équipe de France montera en gamme si elle maintient Biel Biarré titulaire au détriment de Villiers, et que doit-on y voir, toi, l'ancien ailier Eric Bonneval, dans cette concurrence là que se livre le jeune et puis le titulaire du poste? On voit que Biarré a une occasion, moi je trouve qu'il a pris la position d'ailier. C'est lui aujourd'hui le titulaire. Gabin, Villiers est pas revenu encore à son niveau, et lui aussi il revient de plus d'un an de blessures successives. Il a rejoué 2 matchs, il s'est reblessé. Enfin, ça a été galère pour lui. Donc déjà, il est là, c'est magnifique, la confiance qu'on lui a accordée. Il avait la confiance du staff puisqu'il était titulaire au départ. Ils ont dû percevoir des choses. Et nous, on a bien vu qu'il n'était pas aussi explosif que ceux qui pouvaient l'être. Et puis là, il y a le jeune. Ça va 10 000 à l'heure. Ouais. Il faut génie, derrière, il faut Mathieu Jalibert hier. Comment ? Mathieu Jalibert a dit que c'était un petit génie. Les deux qui sont coéquipiers en club. Ouais, je sais pas, génie, c'est un super joueur. Enfin, moi j'aime bien. Enfin, c'est frais, ça va vite, ça se pose pas. En défense, c'est bien, ça s'accroche. Sur les ballons et puis, aussi. Et sur les ballons hauts, c'est un arrière de formation. Il joue à l'aile depuis peu, c'est un arrière. Donc, il a plein d'armes intéressantes pour l'équipe. Mais il a cette capacité, cette vitesse surtout qui est intéressante. Est-ce que ramener Villiers à son niveau 100% serait pas intéressant, un peu comme Jelonge, de le faire jouer le maximum pour qu'il retrouve toutes ses capacités? Parce que quand on voit la densité physique qu'il a et l'impact qu'il met dans le jeu face à des Sud-Africains, ça pourrait être peut-être une meilleure option que Louis Biel-Biarré, qui est plus virevoltant mais moins dense. Je sais pas, je ne suis pas aux entraînements. Ouais, non, mais après, il y a peut-être des données entre guillemets. Ouais, je pense qu'il y a. Alors, moi, j'ai trouvé que Gabin Villiers avait perdu justement de ce côté intensif qu'il avait dans tout ce qui était grattage. Voilà, moi, je l'ai trouvé plus light. Même physiquement, je l'ai trouvé plus léger. C'est quand même pas un gros gabarit, Gabin. Il fait pas. C'est pas. Donc, et est-ce qu'il a peut-être pas encore retrouvé ça? Ils doivent le voir à l'entraînement aussi. Il n'y a pas de secret. Et puis vous avez un concurrent qui a su saisir sa chance. Donc,
C'est la loi du jeu et du sport. Ouais, et des Coupes du Monde aussi qui sont quand même une compétition particulière parce que ça dure longtemps, parce que c'est étiré dans le temps et que c'est parfois très complexe pour, malgré toute la préparation qu'il y a, les niveaux de forme aussi, il doit y avoir le mental dans tout qui joue. Et puis il y a aussi l'insouciance de Bielbiarré. Il y a toujours eu des jeunes dans les Coupes du Monde. Hein. Fred Michala qui a 20 ans en 2003, par exemple. Il y avait eu Boxis en 2007 qui avait été un peu une surprise. On a toujours eu un petit joker comme ça qui est sorti du chapeau. Parlons des All Blacks maintenant, Eric Bonneval, Lucien Gasparac, parce que les All Blacks d'abord, ils vont affronter l'Uruguay jeudi soir. On va dire que la Nouvelle-Zélande, qui est deuxième actuellement, sera qualifiée si elle gagne avec le point de bonus contre l'Uruguay. Voilà, bon, on va pas épiloguer sur les cas du. Il faut faire des paris, Nouvelle-Zélande, non. Mais c'est la première fois en tout cas que l'Uruguay va affronter la Nouvelle-Zélande et ça va être intéressant. L'Uruguay qui nous avait donné du fil à retordre, on s'en souvient, à Lille lors du deuxième match des Bleus 6 jours après l'ouverture. Cette compo des Blacks, Eric, avec 6 joueurs titulaires contre l'Italie qui ont mis 96 points à l'Italie, 6 joueurs, 3 devant, 3 derrière qui sont maintenus. Derrière c'est Mounga, Jordi Barrett et Will Jordan. Devant c'est Fritzel, c'est Cody Taylor et le pilier de gauche, je crois, Funga, enfin vous m'avez compris. Non, je l'ai plus parce que je le fais de mémoire. Et fais confiance. Non. Et c'est Tunga Fassi, voilà, pardon. Tunga Fassi. Qu'est-ce que tu penses de cette équipe, parce qu'elle est quand même, elle est pas mal sur le papier, hein, parce que ceux qui rentrent, c'est Lindert Brown, c'est Fenga Nuku, c'est Roygaard, Kane qui va prendre du temps de jeu aussi et qui sera capitaine, et Whitelock qui fêtera sa 150e. Donc ça va être solide. Whitelock, je fais battre les records, mais Kane c'est intéressant pour les Blacks puisque c'est le premier match titulaire, je crois qu'il fait de la Coupe du Monde. Tout à fait. Donc ça va être bien aussi pour Jordi Jordan, Jordi Barrett, pardon. Mais comme Michael Jordan, qui a besoin de jouer, lui, puisqu'il avait pris un carton. Donc c'est une équipe qui c'est costaud, puis face à l'Uruguay. Puis on sait que ces matchs-là, eux, on l'a vu contre l'Italie, on l'a vu. Il les joue à 150%. Ouais. Voilà. D'ailleurs, des stats qui sont tombés, c'est eux qui ont le plus grand nombre de matchs comme ça avec des gros scores. Hein. Il ne faut pas oublier que nous, on en a pris 50 des fois contre eux aussi. Hein. Oui, tout il y a eu des périodes. 60 même en 2015 en quart. On leur courait après. Hein. Oui. Tout à fait. On sortait les lassos. Donc voilà. Bon. Ce qui est intéressant avec eux quand même, c'est que d'abord, ils ne lâchent pas du début à la fin, et ensuite que techniquement, c'est quasiment parfait tout du long. Hein, de ce type, on a vu un Jordi Barrett qui a été quasi parfait. Les passes au pied, le registre un peu pénétrant, passeur. Il a tout fait dans ce match. Fritzel aussi a fait une très bonne rentrée, et on surveillera aussi face aux Uruguayens Tyrell Lomax, le pilier droit. On se souvient qu'il avait eu 30 points de suture, là, le genou là, avec la bidoche ouvert comme un livre. Ouvert comme un livre. Et bien là, il revient, il avait fait quelques minutes contre l'Italie et il sera titulaire. Donc voilà, c'est aussi le signe d'une Nouvelle-Zélande qui arrive vers le quart de finale, qui est quand même son premier objectif, et ça ce sera sans doute face à l'Irlande. On le souhaite, mais ça dépendra d'Irlande-Écosse. Voilà, ça fait partie des autres cas. C'est une transition toute trouvée, mon cher Eric. Irlande-Écosse, c'est l'un des gros temps forts du week-end. Alors là, Lucien, aidez-moi, parce que voilà, ça peut être une égalité à 3 à 15 points si l'Écosse remporte une victoire à 4 points, à 5 points avec le bonus, et si l'Irlande fait un bonus défensif et que l'Afrique du Sud compte 15 points déjà, donc ça fait 15 points, égalité à 3, donc c'est la meilleure différence de points qu'il emporterait. A priori plutôt l'Afrique du Sud vu le carton, mais à voir en fonction du résultat de ce week-end. Bref, ça peut être très très chaud. Et c'est un résumé, parce que je voyais vous étiez en train de chercher vos notes, donc j'ai essayé de combler. Mais est-ce que toi Eric, tu crois à l'éventualité d'un succès écossais face à l'Irlande samedi soir à vivre sur Sud Radio? J'avais envie de mettre une petite pièce sur les Écossais, mais bon, mais ils leur mettront pas 54 points. S'ils gagnent, ça va être de 2 points. Enfin, ça sera une. S'ils arrivent à gagner, ça ne peut pas être
avec un bonus, un double bonus, enfin, ou tout ce qu'on veut. Donc ça risque d'être une victoire pour rien peut-être même. Ouais. Si elle bat l'Irlande sans lui laisser le bonus, c'est bon. Ouais, mais c'est sûr. sûr. Les Irlandais ils marqueront un point de bonus défensif, ils peuvent. Mais la logique voudrait que l'Irlande s'impose, mais c'est après comment ils vont enchaîner les matchs. Moi, c'est là où on peut s'interroger sur l'Irlande. S'ils ont eu un peu de repos, c'est que c'est toujours les mêmes qui jouent depuis le début. Ouais, on a l'impression. C'est vrai, mais ils font pas trop tourner. Mais par rapport aux autres coupes du monde, on va dire que leur effectif est plus dense et que voilà, on a vu un peu plus quand même de mix dans leurs équipes. L'Irlande qui va tout faire pour se qualifier, mais attention, c'est aussi quand même un défi entre Celtes et parfois c'est toujours particulier. C'est toujours particulier. Ouais, c'est un peu comme dans le tournoi. On va voir. Ils se connaissent par cœur. Connaissent par cœur. C'est les cousins qui s'affrontent. Comme nous avec les Italiens. Voilà. Mais eux, ça fait 150 ans que ça dure. Les Irlandais et les Écossais. Un petit point. Le point juste Fidji qui a besoin d'un point pour se qualifier contre le Portugal. Pour vous, c'est une formalité. Oui, bien sûr. Ça veut dire Fidji en quart, sans doute contre l'Angleterre qui va sortir premier de la poule D. Et puis après, il y a un Japon-Argentine qui est comme un 8e de finale. Eric dans la poule D. Voilà. Je crois que l'Argentine va se réveiller quand même. Ils ont commencé là, à faire des choses intéressantes. Le Japon est quand même en fin de cycle. Même si c'est toujours agréable à les voir jouer, si ils ont cette capacité à envoyer du jeu de partout. Il me semble qu'ils sont en dessous d'il y a 4 ans ou même 8 ans quand ils avaient commencé à percer avec un jeu fait de vitesse. Là, je trouve que des fois, ils sont un peu plus, presque trop classiques. Je pense que les Argentins vont devant, ils peuvent les concasser. Après, il peut y avoir un fait de jeu, il peut y avoir un carton, il peut y avoir, avec Kremer, quand vous avez Kremer chez vous, et la vanille. Ça peut aller vite. Oui, il y en a 2 là. Pour le prix de... Mais en tout cas, ce qui est intéressant dans ce match, qui se jouera, je crois, dimanche, c'est le vainqueur du match qui sera qualifié. L'Argentine qualifiée s'il bat le Japon. Le Japon qualifié contre l'Argentine, ils joueront contre le Pays de Galles après. Voilà, tout à fait. Ce sera des quarts qui seront des quarts qui seront à Marseille, celui du Pays de Galles et celui de l'Angleterre. Voilà, Eric, on a fait le tour des poules. On se met comme ça dans l'ambiance. On va parler un petit peu plus longuement des Italiens dans un instant avec notre invité Mirko Bergamasco, ancien joueur de la Squadra Azzurra, de la Nazionale et du Stade Français bien sûr. Et puis on va jouer vers 20h50. On va jouer avec le jeu Qui je suis, Lucien Gasparac, notre Jean-Pierre Foucault à nous. Restez avec nous. Morelauto.fr, véhicule neuf ou d'occasion. Morelauto.fr, le choix des marques et des services présente. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Au cœur de la mêlée, il est 20h30 sur Sud Radio. Si vous nous rejoignez, on parle de rugby comme chaque soir entre 20h et 21h sur Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby. On se prépare à ce France-Italie qu'on va vivre sur notre antenne, bien sûr, en direct à l'intégralité. Grosse soirée jusqu'à minuit pour vivre ce dernier match de poule des Bleus face à nos voisins, nos cousins italiens. Eric Bonneval est toujours avec nous et on accueille Mirko Bergamasco, ancien joueur, bien sûr, de l'équipe d'Italie et du Stade Français. Salut Mirko. Bonsoir, salut à tout le monde. Merci d'être avec nous en direct. On est heureux de t'avoir parce que c'est vrai que cette équipe d'Italie, elle nous a un peu inquiétés quand même la semaine dernière, vendredi soir, parce que on avait l'impression, et moi le premier, je me disais, ça y est, elle est dans le tournoi, elle a quand même montré plein de choses. Il y a le talent de Garbisi, il y a les Canonnet, il y a Capozzo, il y a du talent, elle joue un peu plus qu'avant. Et puis finalement, elle est sortie avec 14 essais encaissés et 96 points. Comment toi tu l'as vécu d'abord et qu'est-ce que tu en penses? En fait, si on regarde les Coupes du Monde, on a toujours du mal avec la Nouvelle-Zélande et je pense qu'il y a une explication et c'était Berbisé qui nous l'avait donné en 2007 et je la comprends mieux aujourd'hui ce qu'il voulait dire. En fait, on a un problème en Italie, c'est qu'on idolâtre tellement la Nouvelle-Zélande qu'en fait, quand on joue la Nouvelle-Zélande, en fait, on joue pas la Nouvelle-Zélande équipe, pays Nouvelle-Zélande, on joue le mid All Black. C'est-à-dire qu'on joue comme quand on est gamin et on regarde le All Black à la maison devant la télé, et on est des yeux énormes en disant je veux un jour jouer comme eux. Et en fait, on
comme ça s'est passé pendant le match, en fait, on regarde l'équipe de All Black jouer contre nous, en fait. Et du coup, quand tu les regardes jouer, forcément, eux, ils vont en 2000 à l'heure. Comme vous avez dit, ils jouent ce match à 150% et très difficile de les arrêter parce qu'une fois qu'ils sont lancés, c'est trop tard. Ouais, et en fait, j'ai eu cette impression-là en regardant le match. Et c'est malheureux parce qu'effectivement, c'est pas le vrai visage de l'Italie qui a montré jusqu'à présent. Oui, ça veut dire que ça correspond à ce que disent les Italiens aujourd'hui en conférence de presse. On l'a lu notamment que, en gros, face aux Français, ils n'ont pas cette entre guillemets ce complexe du mythe comme. Exactement. Ouais. En fait, c'est le fait que tu joues tous les années contre la France. Tu as déjà gagné contre la France. C'est une chose qui est différente. Tu n'as jamais gagné contre la Nouvelle-Zélande. Tu as gagné contre la France. Donc, tu sais que on est latin. Et tu sais, comme tous les latins, quand tu es sous pression, des fois, quand tu es trop sous pression, tu n'arrives pas à trouver la solution. Quand en face, ils font le match parfait, des fois, c'est compliqué. Donc, en fait, ce match contre les cousins, comme vous avez dit, effectivement, c'est la réalité. Entre cousins, quand tu as une cousinade, c'est que voilà, tu veux montrer que tu es mieux que l'autre, tu veux montrer que tu en sais plus que l'autre, voilà, tu veux montrer un peu ton statut. Et en fait, c'est un match à part. C'est vrai que c'est la Coupe du Monde qui était en France, que la France aujourd'hui, il a un résultat à faire, c'est gagner cette Coupe du Monde. Mais je pense que c'est sur ça qu'il doit appuyer l'Italie, c'est-à-dire que si tu les fais douter de la première minute, avec ton jeu, avec ta défense qui t'a montré, on évite ce dernier match contre la Nouvelle-Zélande, ce que tu as montré avant, le vrai visage de l'Italie, voilà. Si tu les fais douter la première mi-temps, deuxième, tu peux espérer quelque chose. Eric Bonneval, Mirko est avec nous, vous, l'ancien ailier de la nationale, Eric, ancien ailier du 15 de France. Ce que raconte Mirko, on va dire ce complexe, entre guillemets, du mythe All Black, on l'a eu, nous aussi, les Français, Eric. Bien sûr, bien sûr. On a eu des périodes où il y avait ce sentiment de quoi qu'on fasse, de toute façon, au final, on perdrait le match. Et donc, c'était toujours un exploit quand on arrivait à les battre. Rarement, d'ailleurs. Donc, je comprends très bien ce qu'il veut dire, effectivement. Voilà, mais Eric est beaucoup moins inquiet pour les Français que ce qu'avait l'air de dire Mirko. Vous les voyez quand même faire mieux que résister, un peu comme on a vu en février dans le tournoi, parce qu'ils ont donné du fil à retordre aux Français à Rome en ouverture du tournoi, les Italiens, Mirko, cette année. En fait, on les craint moins mentalement. Parce que je pense qu'on a l'habitude d'aller jouer, donc on sait un peu comment les jouer. Beaucoup jouent dans le championnat français, donc ils connaissent les joueurs qui jouent dans le championnat français. Donc forcément, entre guillemets, je dis pas que tu es à l'aise, mais tu es plus à l'aise en sachant qui tu as rencontré. Et tu n'as pas cette idée que c'est l'équipe qu'aujourd'hui est deuxième au monde, mais c'est pas l'équipe comme en Nouvelle-Zélande qui a été première pendant des années, que quand on l'a rencontré en 2003, quand on l'a rencontré en 2007, quand on l'a rencontré les années après, en fait, c'était toujours en haut du classement. Et aujourd'hui, sincèrement, je dois faire une comparaison entre la France et l'Italie, mais sur la France est beaucoup plus fort. Individuellement, sur les qualités, il y a encore un gap parce que l'Italie est très jeune, parce qu'il a besoin de faire d'expérience. Je pense que c'est une équipe d'un 4 ans. S'il continue à travailler comme ça, ça sera encore plus dangereuse. Mais aujourd'hui, des fois, sur les moments de difficulté, on manque d'expérience. Donc c'est là qu'on peut faire la différence. Mais cette partie mentale, à mon avis, c'est ce qui va faire la différence si on arrive à avoir le dessus. En jouant comme on a joué pendant l'hallucination, où on s'est accroché jusqu'à 5 minutes de la fin et on n'arrive pas à marquer l'essai qu'il faut pour gagner ce match. Donc, c'est pour ça que je me dis, il y a peut-être une possibilité pour l'Italie, même si c'est minime, comme c'est qu'on est arrivé en 2011, en 2013, où on a pris un gap important, on a su revenir et gagner le match derrière. Donc, pour moi, c'est faisable, mais il faut que l'Italie sorte le match quasi parfait.
Match parfait. Question de Lucien Gasparac. Oui, Mirko, comment on explique que les U20 italiens font de bonnes performances et que ça se transforme pas après à l'étage supérieur? Alors, je suis d'accord avec toi. C'est que le problème, c'est que la plupart vont rejoindre le championnat italien, qui est un championnat très moyen aujourd'hui, et du coup difficile après de rebondir sur une équipe nationale. S'ils vont pas à l'étranger, entre les deux équipes principales de Zèbres et Trévise, il n'y a pas beaucoup de places disponibles, et du coup la plupart de ces joueurs, en fait, tu les perds. Tu les perds parce que certains ils arrêtent parce qu'ils ne veulent pas jouer un championnat italien, d'autres parce qu'ils se disent de toute façon je n'irai pas au plus haut niveau, donc je vais faire autre chose. Et du coup, ce qualité qui est là, t'en as peu qui arrivent. Mais certaines fois, ces joueurs, ils font 1 an à un championnat italien et après ils rejoignent une franchise fédérale. Le problème aussi, c'est que Zèbres, aujourd'hui, tu le vois bien, mais ils gagnent peu de matchs, c'est quasiment rien. Donc, ils ont cette culture de la défaite. Et Trévise, aujourd'hui, qui est plus costaud et il arrive à quand même un mi-classement de la 7 League et tout ça. Et donc, il est un peu plus habitué à quand même jouer des matchs de plus haut niveau. Donc, c'est ça le problème principal, c'est que cette force qu'on a dans les jeunes, c'est perdu parce qu'on n'a pas assez de place pour les faire jouer tous. Est-ce que le nombre de licenciés a augmenté là depuis 2000 et l'entrée des Italiens dans le tournoi? En fait, on a eu un pic sûrement en 2006-2007 où il y a eu de gros résultats. Donc, l'Italie ça fait connaître de plus en plus. Et après, derniers 2 années, là, tu recommences à recoller le morceau parce qu'on a eu un blanc de 8 ans. Là, sous les 8 ans où le président a décidé que tous les joueurs devaient rester en Italie et ils ne devaient plus bouger, et du coup, la formation italienne est encore faible aujourd'hui pour pouvoir garder tout le monde chez lui. Et le nouveau président qui est arrivé, depuis 2 ans, il a ouvert les frontières, et donc les joueurs ont pu aller à l'étranger, et du coup, nouvelle culture, niveau supérieur, et donc quand ils rentrent en Italie, ils amènent leur expérience, comme nous on en faisait en 2006-2007 quand on était 15-18 joueurs à jouer en France, en Angleterre, et du coup à chaque fois qu'on rentrait au pays, on ramenait chacun son expérience, on arrivait à faire des résultats. Seulement avec la différence avec les joueurs d'aujourd'hui, ils ont beaucoup plus de moyens. Moyens, ça veut dire ils se rencontrent plus souvent. Ils ont la possibilité, sont suivis beaucoup plus minutieusement. Donc, ils ont beaucoup plus d'opportunités. Et ça se voit aujourd'hui depuis 2 ans, avec une vraie possibilité de montrer ce qu'il vaut. Mais aujourd'hui, ils sont en train de prendre de plus en plus de pouvoir et montrer de plus en plus leur caractère. Il faut avoir la patience parce qu'on a eu un blanc de 8 ans à cause de décisions fédérales qui n'ont pas été intéressantes et intelligentes. Et du coup, il faut rattraper ce temps, malheureusement, qu'on a perdu pour grandir encore plus. Eric, peut-être une dernière petite question pour Mirko qu'on va libérer et remercier, si jamais, ou une question ou une remarque. Voilà. Et, Mirko, juste, vous êtes toujours en France et vous étiez à Soyons-Angoulême, là vous êtes à Nantes, on est d'accord? Non, je suis parti à Limoges. Ah, Limoges. À l'USAL Limoges, en National 2. Ouais. D'accord, super. Mais vous êtes toujours là et c'est parfait, c'est super aussi pour nos jeunes Français. On a eu un gagnant au jeu de Limoges, tiens, oui, je crois que c'était hier. En Régional 2. Ouais, en Régional 2, dans un autre club, le LEL, je crois, ou un truc comme ça. Eric, peut-être un petit mot de conclusion là sur ce que disait Mirko. Non, mais il a entièrement raison, et c'est ce qu'on ressent quand tu vois les matchs. L'Italie a énormément progressé. Nous, notre génération, c'était France B qui jouait contre l'Italie. Et en 87, à la Coupe du Monde, en plus, le match d'ouverture, c'était contre les Blacks. Donc, c'est vrai qu'ils sont marqués par la Nouvelle-Zélande. Mais ça va être un match, ça va pas être un match facile pour l'équipe de France. Il a raison de dire qu'ils ont leur chance. Maintenant, je pense que l'équipe de France, dans sa préparation, dans tout ce qu'elle est capable de faire, devrait s'imposer, sinon ça serait une véritable catastrophe pour le rugby français. Ouais. Merci Mirko d'avoir été avec nous.
89 Merci sélections avec l'équipe d'Italie et 3 Coupes du Monde. C'était sympa de vous avoir. Et bonne saison avec Limoges. Donc, à très bientôt, Mirko. À très bientôt, merci. Bon match pour vendredi. Ouais, Salut. merci. On accueille Paul Perrier avec nous pour parler des légendes du rugby. Mirko en est une côté italien. Et ce soir, Paul, vous avez envie de nous parler d'un autre grand joueur qui a marqué la légende du rugby il y a 20 ans. Oui, pas de moto ce soir, François, rassurez-vous, mais quand même un gros moteur avec le deuxième ligne anglais Martin Johnson, donc capitaine du 15 de la Rose, champion du monde en 2003 et donc seul Européen à avoir soulevé la Coupe Webb Ellis. C'était donc il y a 20 ans. Au-delà de ce titre mondial, après lequel il a pris sa retraite internationale, c'est quand même 84 sélections en 10 ans avec l'Angleterre, donc 45 comme capitaine, 5 tournois à destination remportés, 2 grands chelems et 2 Coupes d'Europe avec les Tigers de Leicester, son club de toujours. Oui, effectivement, d'origine néo-zélandaise, Martin Johnson fait partie des 300 meilleurs joueurs de l'histoire, que vous avez décrit dans votre livre, les 300 meilleurs joueurs de l'histoire. Est-ce qu'il y a un nouveau Martin Johnson aujourd'hui dans le camp anglais? Martin Johnson, c'est difficile à dire parce que c'était quand même un leader exemplaire sur le terrain, un vrai capitaine, le seul à avoir remporté la Coupe du Monde. Je ne sais pas s'ils vont avoir quelqu'un qui va pouvoir les mener jusqu'au titre cette année, mais on peut espérer pour eux qu'ils aient un jeune qui soit là pour faire la relève, quoi. Voilà, très bien. Il était entraîneur en 2011, ça s'est pas très bien passé. Et bon, il a davantage marqué en tant que capitaine qu'entraîneur. Ça reste. Eric, vous qui avez connu quelques générations de joueurs anglais, ça reste quand même une référence à ce poste-là, Martin Johnson. Il n'était pas rigolo. Complètement. Nous, c'était Dooley, Axford. Ils ont toujours eu quand même des secondes lignes, ils ont toujours eu des machines. Parce que même là, comme vous voyez Toujé, c'est quand même. Ça aurait dû être un des leaders, une des stars de cette Coupe du Monde. Alors, c'est vrai que la période de Covid a fait du mal au rugby anglais et au Saracens en particulier, entre tout. Et les Anglais, ils aiment les secondes lignes. Ouais. Il y avait aussi dans les années 70 Roger Hotelet, non, qui était un grand, deuxième ligne. Avant, effectivement, non, mais bon, on va pas revenir au calanque grec. J'étais pas. Merci Paul. Vous êtes toujours le bienvenu pour nous parler des joueurs qui ont marqué l'histoire de la Coupe du Monde. On va se retrouver dans un instant. Le Qui je suis arrive et puis nous irons faire un petit tour à Rome. Tiens, pour prendre la température du côté de l'Italie à 3 jours de ce match entre la France et l'Italie qu'on va vivre sur Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby. Morelauto.fr, véhicule neuf ou d'occasion. Morelauto.fr, le choix des marques et des services présente. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Avec vous les auditeurs Sud Radio 0826 300 300, Eric Bonneval toujours là, notre consultant Sud Radio, Lucien Gasparac, toute l'équipe et puis bien sûr les réseaux sociaux, le hashtag Sud Radio Rugby, vous êtes les bienvenus. On vous rappelle que France-Italie c'est vendredi, on le vivra sur notre antenne, la radio de la Coupe du Monde de rugby sera prête avec un dispositif spécial jusqu'à minuit, toutes les réactions, en plus du direct autour de Daniel Herrero et de toute l'équipe, Alexandre Priam sera là, Nicolas Delage aussi, bref on va se régaler, aussi parce qu'on va faire un petit voyage tout de suite, on va aller du côté de Rome, c'est terre de rugby. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Reinach has options left and right. Willemse, it's Mapimpi on the outside. Maccasole Mapimpi. Vaya secretaria Carleto. Ha terminado este mundial de manera fenomenal. Trae de los Pumas. France-Italie, ce sera à Lyon, pas très loin de l'Italie, mais on a envie de franchir les Alpes pour savoir ce qui se passe. Bonsoir Jean-Thomas, vous êtes amateur de rugby et vous habitez Rome. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct. Alors, amateur de rugby, Rome, la Coupe du Monde, est-ce que vous la vivez bien et est-ce que, on va dire, il y a un petit frétillement du côté de l'Italie pour cet événement qui n'est pas très loin de la botte transalpine? Écoutez, pour faire la comparaison, j'ai vécu le match France All Black à la Concorde et ça n'a rien à voir avec l'ambiance qu'on a ici. Les Italiens sont quand même moins fans de rugby que les Français. Il faut donc aller plutôt du côté des pubs irlandais ou écossais pour trouver des matchs de rugby rediffusés. Mais
côté italien, l'intérêt pour le rugby semble être assez faible malheureusement. On va essayer de trouver quand même un bar sympa vendredi soir pour suivre le match France-Italie et arborer fièrement le maillot français. Et Jean-Thomas, tu pratiques le rugby en Italie ? Oui, je suis dans l'équipe de mon université. J'en ai fait surtout en France, et donc là le but c'est d'intégrer l'équipe ici pour d'apporter ta science du rugby français. Exactement. Voilà, et le rugby à l'échelle universitaire en Italie, ça quel accueil, ça fonctionne, Eh ben ça fonctionne. Ça fonctionne. Oui, je suis dans une université où il y a 130 000 étudiants et ils ont du mal à trouver une équipe de rugby à 7. Donc ça donne une idée de l'engouement italien pour le rugby. C'est un succès d'estime. Ouais, malheureusement. Mais au moins ceux qui en font sont vraiment motivés et ça donne un bon niveau au sein de l'équipe. C'est l'avantage. Donc pour parler sport avec les collègues italiens d'université, il vaut mieux quand même être à jour sur les résultats de la Roma ou du Napoli, quoi. Oui, exactement. Le soir du match Nouvelle-Zélande-Italie, je cherchais un bar pour suivre le match. Et ce qui était projeté, c'est plutôt les matchs de foot que ce match de rugby. Et vu le score, on comprend pourquoi. Ouais. Et effectivement, voilà, ça va être peut-être un peu plus suivi parce que c'est la France et que c'est le dernier match de poule. Voilà, c'est le dernier match peut-être de la Coupe du Monde pour l'Italie vendredi. Et est-ce que Ange Capozzo a une petite notoriété en Italie ? Pardon ? Est-ce que Ange Capozzo a réussi à avoir une petite notoriété en Italie, lui qui joue au Stade Toulousain ? C'est la pépite du rugby italien, donc il a quand même une estime particulière dans le cœur des Italiens. Et certains Italiens sont quand même attachés à leur équipe nationale. Mais en effet, il faut dire que le foot prédomine pas mal. Et on va quand même essayer de trouver un bar sympa dans le centre de Rome pour suivre France-Italie vendredi soir. Ça va être un beau rendez-vous. Bon, merci Jean-Thomas. Terre de rugby, toujours sympa de voir aussi comment les Français ou les étrangers vivent la Coupe du Monde loin de la France. Merci à vous. Tiens, on va rebondir. On va rebondir avec Eric sur ce que disait Jean-Thomas là sur Ange Capozzo. Quand même, bon, il y a eu 2 essais inscrits par les Italiens face aux Néo-Zélandais. Il en a inscrit un et il est quand même toujours présent quand même. Hein. Sa vitesse de pointe, son sens de l'intervalle fait qu'il reste un danger. Ouais, effectivement, hein, c'est un joueur qui sent vraiment le jeu, qui a cette capacité à viser les bons intervalles parce qu'il n'a pas un physique. Il le fait plus sur sa vitesse que sur sa force de pénétration, mais il sent le jeu, il pue le rugby. Voilà, comme on dit, il y a des joueurs, vous les voyez jouer, vous savez qu'ils sont là parce qu'ils font 95 kilos et qu'ils déménagent. Puis il y en a d'autres, mais sur le terrain, on voit qu'il a toujours la tête haute, il regarde à droite, à gauche, et toujours prêt à intervenir. Et puis il a cette vitesse qui lui permet de finir les coups. Ouais, toujours prêt à mettre un petit peu le feu dès qu'il voit un soupçon d'espace. Voilà. Et Ioane aussi a fait un bon match. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, Eric. Ouais, mais bon, lui, il a rien d'italien. Hein. C'est un Ilien avec les qualités d'un Ilien, des appuis, de la puissance. Ouais, non, c'est deux très bons joueurs. Voilà, il a déposé Ioane, un autre Ioane, mais entre Ioane, c'était. Voilà, c'était un truc entre Ioane.